quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. C'est finalement la liberté garantie aux femmes de recourir à l'avortement qui figurera dans la loi fondamentale plutôt que le droit à l'IVG. Ce texte, présenté le 24 janvier à l'Assemblée nationale, devra recueillir les voix des 3/5 des parlementaires. D'un autre côté, il y a le pape François qui, voici, rappelez-vous, qu'il y a quelques semaines en visite à Marseille, évoquait les personnes qui, en raison de leur situation financière, renonçaient à faire naître des créatures nouvelles. Le souverain pontife parlant même de ces enfants pas nés refusés au nom d'un faux droit au progrès qui est en fait, disait-il, une régression. Alors tout simplement, voilà la question que je vous propose de nous poser tous ensemble cet après-midi. Quel impact aura l'inscription de l'IVG dans la Constitution ? Eh bien voilà la question que je vais poser à nos deux invités du jour, qui sont Blanche Streb. Bonjour Blanche. Bonjour Marie-Ange. Vous êtes presque une experte en la matière, vous qui êtes essayiste, pharmacien, directrice de la formation d'Alliance Vita. Vous êtes chroniqueuse régulière chez Aletheia et sur RCF. Et vous êtes également l'auteur de Grâce à l'émerveillement chez Salvateur et chez Salvatore. Décidément, en ce moment, j'ai du mal avec les noms des éditions, des maisons d'édition, et Éclat de vie aux éditions de l'Emmanuel. Et nous sommes également en compagnie de Nicolas Bauer. Bonjour Nicolas. Bonjour Marie-Ange. Alors vous êtes juriste, vous faites partie du Centre européen pour le droit et la justice, le CLJ. Voilà une ONG chrétienne qui est basée à Strasbourg, censée agir auprès des institutions internationales, notamment sur ces questions de l'avortement. Vous êtes également intervenu, d'ailleurs, on peut le dire, en ce début d'émission, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, et vous organisez régulièrement des conférences sur ce sujet. Et vous êtes notamment exprimé, je crois, récemment. Alors vous, je ne sais pas si vous personnellement, mais en tout cas au Parlement européen et au Sénat, et il y a du boulot. Nicolas Bauer, vous parlez de quoi quand vous intervenez ? Vous intervenez sur le plan juridique, éthique, les deux ? Alors nous, effectivement, on est juriste, donc on intervient d'abord sur le plan juridique, mais nos interventions ne sont jamais déconnectées de la réalité de l'IVG. Et donc sur cette question de l'IVG dans la Constitution, c'est sûr qu'il y a d'abord des arguments juridiques qui peuvent être entendus de tous. J'invite notamment les auditeurs, mais même qui ne seraient pas juristes, à lire la Constitution française et à voir comment elle est organisée comment elle est découpée, son contenu. Ouais. Et ils verront qu'en fait, la Constitution organise les institutions. Donc vous avez un titre par institution, vous avez le rôle du président de la République, le gouvernement, le Parlement, l'autorité judiciaire, les liens entre le gouvernement et le Parlement. Il n'y a aucune place en fait pour l'IVG dans la Constitution. Elle n'est pas du tout organisée comme ça. Et les parlementaires et le gouvernement ont bien eu du mal à trouver une place. Et donc il y a eu beaucoup de débats. Au départ, ça devait être dans l'article 1. L'article 1 qui dit simplement qu'on est une république indivisible et laïque. On se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là ? Voilà, ça aurait été un petit peu gros, ça aurait été vraiment fonder la République sur l'IVG. Donc ça aurait été vraiment, vraiment gros, mais des universitaires progressistes promeuvaient ça depuis des années. Ensuite, ça devait être dans l'article 66, qui fait partie de la partie sur la justice, sur l'autorité judiciaire. Donc là, c'est pareil, ça n'a pas de rapport. Et des parlementaires voulaient le mettre là et avaient voté une proposition de loi pour le mettre là. Parce que juste à l'alinéa précédent, il y a le « nul ne peut être condamné à mort ». Donc voilà, c'était pour faire le lien entre deux principes qu'il voulait absolus. Mais bon, l'IVG n'avait quand même rien à faire là, parce que quoi qu'on pense de ce qu'est l'IVG, ça n'a rien à voir avec une quelconque procédure judiciaire. J'aurais dû vous poser également la question suivante, mais je vais la poser en fait également à Blanche Streb. C'est pas une colle, j'imagine, mais c'est vrai que quand on n'est pas juriste comme vous, Nicolas Bauer, on se pose la question, mais pourquoi on a l'impression qu'il y a une instance, je ne sais pas laquelle, comme s'il était obligé, il se sentait obligé, notre gouvernement et notre président, de placer cette recommandation dans la Constitution. C'est quand même un peu étrange quand on vous écoute, Blanche Streb. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière, ou est-ce que je suis complètement parano aujourd'hui ? Non, je crois qu'il y a des gesticulations politiciennes derrière ce sujet, qu'il y a des enjeux, il y a d'autres choses qui sont quand même prioritaires. Non seulement il y a beaucoup d'autres priorités, mais effectivement la place est difficile à trouver. Mais en fait, l'Élysée l'a dit, la Fondation pour les femmes, sa présidente l'a dit aussi, c'est symbolique. C'est inscrire l'avortement dans la Constitution. Aujourd'hui, c'est un combat de symboles.
et donc quelque part idéologique. Donc c'est un petit peu ça qui ressort. Donc effectivement, ça n'a pas sa place. En tout cas, ça ne changera rien à la manière dont aujourd'hui les femmes ont accès et ont recours à l'avortement. Ça ne changera rien. Donc c'est symbolique. Et puis vous mentionnez la question de l'impact, mais effectivement, ça ne change rien, mais ça apporte par contre des grandes menaces. Et là, des grandes menaces un peu pour tout le monde. Des menaces, et je pense qu'on en parlera au cours de cette émission, mais autour de la liberté d'expression, des menaces autour de la liberté de conscience, et puis des menaces sur la prévention de l'avortement, qui là, pour le coup, devrait être une réelle priorité pour notre gouvernement, pour être vraiment au service des femmes. Oui. Alors, ce qui est déjà, je rebondis sur le côté symbolique, parce qu'on a l'impression, Nicolas Bauer, vous voyez, il se dispute sur les termes. Donc là, c'est finalement la liberté grande. C'est pour ça que j'ai commencé mon intro là-dessus, parce que je pressentais qu'il y avait quand même quelque chose d'un peu ça, de complètement symbolique dans cette histoire. Donc ça change rien, mais de toute façon, les unes sont pas contentes parce qu'elles voulaient qu'il y ait le mot IVG dans le titre, les autres, liberté garantie, c'est un peu faiblard, disent les autres. Enfin bon, bref. Là, on est dans le symbole complètement. On est même dans le ressenti, dans l'émotion. C'est presque ça, hein, non? Dans les mots. Pas complètement, quand même. Pas complètement. Regressez un peu la barre, s'il vous plaît. Pour le moment, l'IVG est considéré comme un acte médical comme un autre. Donc voilà, comme une opération des dents de sagesse, n'importe quel acte médical. Mais cela l'érigerait en liberté fondamentale dans la Constitution. Et cela rendrait le juge constitutionnel compétent pour équilibrer une nouvelle liberté fondamentale avec d'autres libertés fondamentales. Et donc, Blanche citait la liberté d'expression. Je vous citais aussi, je crois, la liberté de conscience, et qui fonde l'objection de conscience des professionnels de santé. Pour le moment, on a une liberté de conscience fondamentale qui s'applique à un acte médical, qui n'est pas l'objet encore d'une liberté. Si cet acte médical devient l'objet d'une liberté, on a deux libertés à égalité. Et donc, du coup, il va falloir mettre en balance ces deux libertés, comme pour toutes les libertés fondamentales. Et cet examen, cette mise en balance, c'est le juge qui le fait, c'est le juge constitutionnel. Et puisque l'IVG devient une liberté fondamentale, ça ira forcément vers une plus grande restriction de l'objection de conscience. Oui, parce que le droit, en fait, si j'ai bien compris ce que vous nous racontez, c'est que le droit à l'IVG, c'est comme si, je disais, le droit à porter une jupe, un pantalon, le droit à marcher librement dans la rue, c'est un droit comme... C'est ça que vous voulez dire, en fait, c'est que le simple mot « droit à », ça impliquerait que finalement, tout le monde peut le faire de façon plus du tout médicale, mais complètement... C'est ça que vous voulez dire, de oui, façon c'est protégé, délibérée, quoi. Ça a une plus grande protection juridique, oui. Alors, parce que c'est vrai que l'impact dont nous parlons aujourd'hui ensemble, certains prétendent que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, comme les majorités changent, les majorités veulent attaquer les droits des femmes, veulent dérembourser l'IVG, limiter les droits d'accès, réduire le délai dans lequel... En fait, à ce moment-là, c'est la porte ouverte. C'est vraiment la boîte de Pandore qui s'ouvre grand et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer dans 10-15 ans, quoi? Si, effectivement, est-ce qu'il y a un véritable impact à la présence de cette proposition dans la Constitution? Alors effectivement, il y a l'impact l'impact sur les libertés des autres. Après, sur la manière dont les femmes vont pratiquer l'avortement, comme disait Blanche, je pense que ça ne va pas changer grand-chose, puisque l'avortement est très accessible. Il y en a déjà 230 000 par an. Oui, en fait, on a le plus fort taux d'avortement actuellement, 234 000 par an. Donc, en fait, on voit bien que ce n'est pas une réalité, cette question d'une menace sur l'avortement aujourd'hui. Ce n'est pas une réalité. C'est un fantasme qui est un peu agité justement. Mais elle a peau dure, ce fantasme, hein, parce qu'elle. Oui, bien c'est vrai que ça vient aussi de ce qui s'est joué aux États-Unis, qui a été rapporté ici, mais qui n'a absolument rien à voir. Nous, on a un accès à l'avortement qui est quand même de plus en plus facilité. Quand même, dans notre pays, la loi évolue. Aujourd'hui, on est sur un cadre qui permet un remboursement à 100%. Il n'y a plus de délai de réflexion, il n'y a pas besoin d'accord parental pour les parents. Et ça, c'est un sujet sur lequel on pourrait discuter parce que vraiment, quelque chose qui pose vraiment, vraiment question. Depuis combien de temps? Ça, c'est plutôt récent, me semble-t-il. Oui, puis ça a été modifié encore là en 2021-2022. Sans parler du délai. Parler du délai qui effectivement a disparu et puis le délai
pour avoir recours qui est passé de 12 à 14 semaines. En tout cas, la réalité de l'avortement aujourd'hui, c'est pas son accès, c'est ce que vivent les femmes, et ça, c'est pas abordé en fait. Et nous, à Alliance Vita, on écoute les femmes depuis 25 ans puisque nous avons un service d'écoute. Donc nous sommes vraiment au contact concret de la réalité. Une réalité qui finalement n'est absolument pas évoquée par les personnes qui sont dans cette promotion du tout IVG ou cette promotion de mettre l'avortement dans la Constitution. Cette réalité, elle mérite vraiment d'être dite et d'être entendue, je pense. C'est que d'abord, toutes les femmes n'ont pas recours à l'avortement librement ou par choix. Il y a énormément de pressions aujourd'hui qui sont sur les femmes, et nous le voyons très concrètement dans les témoignages, dans les cris du cœur qui sont déversés par chat, par téléphone, par mail dans nos services d'écoute. Les femmes ont des pressions, par exemple, économiques. La première, c'est laquelle ? Est-ce qu'on chiffre ? Il y en a désolée plusieurs. De chiffrer, mais... Non, parce qu'en fait, il n'y a pas réellement d'études qui sont faites. Et ça, c'est grave. Le gouvernement devrait se pencher là-dessus. En tout cas, nous avons des milliers de témoignages qui nous permettent de nous rendre compte que la précarité est une raison, par exemple. Évoquée. Et oui, et même les chiffres de l'adresse le confirment, puisque aujourd'hui, on sait que les femmes les plus pauvres ont plus recours à l'avortement. Donc aujourd'hui, l'avortement, c'est un marqueur d'inégalité sociale. C'est gravissime. Pourquoi on met une énergie à mettre l'avortement dans la Constitution et pas à aider les femmes qui en auraient besoin pour garder leur enfant ? Ça coûte de l'argent en plus. Alors pas aux personnes qui dans la précarité qui le demandent, parce que c'est remboursé. En revanche, ça coûte de l'argent. En tout cas, si on voulait vraiment parler de liberté de la femme, il y a aussi la liberté à garder son enfant quand on le voudrait, mais qu'on en est empêché par des raisons comme celle-ci. Il y a aussi la question de la pression donc économique, j'ai indiqué, mais la pression des conjoints. Oui, il y a des hommes qui disent c'est lui ou moi. Et dans la question des violences faites aux femmes, ça aussi c'est un sujet majeur sur lequel il faudrait plutôt mettre notre énergie. On sait, les chiffres le disent, que 40% des violences conjugales de l'homme sur la femme commencent avec la première grossesse. Donc là, on a quelque chose d'extrêmement grave. On a des chiffres là-dessus ou pas ? Oui, 40%. Oui, c'est vraiment des chiffres qui sont là pour le coup officiels. Et puis, il y a aussi toute la pression dont on se rend moins compte, qui est la pression un peu, on va dire, de ce qu'on peut appeler des nouvelles normes ou des normes procréatives qui touchent notre pays. Par exemple, lorsqu'on est enceinte, il faut être pas trop jeune, pas trop vieille. Il faut avoir telle stabilité, tel contexte. Si bien qu'il y a des grossesses qui viennent se questionner pour des raisons qui sont en fait liées à un contexte plus global, à une pression peut-être plus, sournoise ou plus inconsciente. Et donc tout... De toute façon, c'est jamais le bon moment, hein. Parce que c'est jamais le bon moment, en fait. Soit on est trop jeune, soit on est trop vieille, soit on est trop pauvre, soit on est trop riche, soit on est trop ceci, trop cela. C'est jamais le bon moment, finalement. Oui, c'est vrai. Et ce regard extérieur peut être difficile à accueillir pour une femme qui est confrontée à une grossesse inattendue. Or, il y a un vrai besoin de regarder ce qui se vit vraiment aujourd'hui dans l'avortement. On parle beaucoup de liberté, on parle beaucoup de droits. La réalité que vivent les femmes, en fait, elle est tout autre. Elle est plutôt ce que je viens de vous partager. Nicolas Bauer, évidemment, le juriste que vous êtes, mais qui a un cœur quand même derrière, qui bat derrière cette cape, si je puis dire, de juriste. Est-ce qu'on a l'impression qu'ils sont un peu perchés? C'est toujours le reproche qui est fait à nos têtes pensantes, si je puis dire, et gouvernantes. Mais est-ce que c'est le cas ou pas côté tout ce qui est question? Alors là, je relie évidemment à la question de l'IVG, la question de la fin de vie, puisqu'on sait qu'il y a aussi là des choses qui ne vont pas tout à fait à l'endroit. En tout cas, certainement, l'un et l'autre, avez-vous aussi un avis à émettre là-dessus? Mais sont-ils un peu perchés? Effectivement, il y a un point commun entre les deux questions, qui est qu'on veut faire de l'euthanasie et de l'avortement des droits abstraits, alors qu'en fait... des droits abstraits. Des droits abstraits, des droits individuels, alors qu'en fait, ils relèvent d'une question sociale. Comme disait Blanche, il y a des causes sociales, il y a un contexte social, il y a aussi des conséquences sociales à ces actes. Des conséquences sociales, c'est lesquelles d'ailleurs? Pour l'avortement, il y a la démographie, par exemple, et pour l'euthanasie, il y a la vision de la mort qu'on va adopter dans la société, qui n'est plus une mort qu'on va accompagner, mais qui est une mort qu'on veut maîtriser totalement, choisir, planifier. Et donc, cette vision de la mort, elle concerne toute la société.
La société du contrôle. Et ce qu'on veut... Et par cette idée de droit à l'IVG, ce qu'on veut enlever, c'est cet aspect social. Et vous citiez la suppression du délai de réflexion. Ouais. Je trouve que c'est un bon exemple, puisque même ce délai permettait d'exercer sa liberté, en fait, hein, c'est vrai ça. Et j'avais vu une étude britannique sur la question du délai de réflexion en Europe, et qui disait qu'en fait, plus il y a un délai de réflexion, et plus il est long, moins les femmes choisissent l'avortement. Et donc, du coup, c'est quand même intéressant parce que c'est ce délai qui permet aussi de s'émanciper des pressions sociales qui sont souvent... je sais que les femmes qui vous appellent sont souvent victimes de pressions très... à court terme, en fait. Parfois, dans la journée même, un homme, leur compagnon, peut vraiment les pousser à avorter. Alors qu'en fait, quand il y a 3-4 jours de réflexion, ça permet aussi de poser les choses. S'il va pouvoir, en fait, quelqu'un pourra peut-être m'aider. Est-ce que j'ai un entourage? Est-ce que j'ai finalement voir contacter une association, une antenne d'écoute. Oui, puis prendre aussi le temps, parce que il y a la question, bien sûr, c'est une vraie liberté de pouvoir réfléchir à un acte quand même qui est irréversible. Donc effectivement, on retire une liberté en retirant ce temps. Et les femmes ont droit à ce temps. Et surtout aussi pour accueillir aussi l'ambivalence qu'il peut y avoir en début de grossesse. Ce mélange, les sentiments, on a peur, est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est pas le bon moment, voilà. Et tout ce temps-là, on a besoin de le prendre pour laisser retomber les émotions et pour effectivement, pour certaines d'entre elles, ne pas être acculées en fait à cet acte définitif qui peut être aussi source de souffrance. On parlait des conséquences. Au-delà de ça, il y a aussi, et c'est pas souvent évoqué, mais c'est pourtant une vraie réalité. Et, tout à l'heure, je reprenais un livre d'une femme qui est militante pour la question de l'avortement et qui a elle-même vécu une histoire de l'IVG. Ça s'appelle Avorter, où elle parle de manière très poignante dans son livre de ce qu'elle a vécu, de ce que ça a créé en elle de vivre cet événement. Et ça, je crois qu'il faut aussi pouvoir en parler. Et comment on va pouvoir continuer à en parler de manière sereine lorsque ce sera dans la Constitution? On parlait de la question de la liberté institutionnalisée. Voilà, quelque chose qui est aussi puissant dans le droit. Est-ce qu'on peut encore le remettre un peu en question? Est-ce qu'on peut encore discuter, réfléchir, évoquer les souffrances? Oui, il n'y a pas longtemps, nous avons fait un sondage IFOP qui nous disait quand même que 92% des Français considèrent que l'avortement laisse des traces psychologiques difficiles à vivre. 92%. Ça, c'est un sujet qu'on peut pas mettre sous le tapis. Qu'on soit catho ou pas, parce qu'on ça n'a rien à voir. On relègue souvent ça à des effectivement, catho, mais en fait... non, ça n'a rien à voir. Ce qui est vécu par les femmes n'a effectivement à être autre chose. Eh bien, je vous propose de respirer un petit coup avant de nous retrouver autour de cette grave et délicate question, mais non moins essentielle. Nous nous retrouverons juste après avoir entendu ces extraits d'études pour tableau opus 33 en mi bémol majeur, Non allegro presto de Sania Biziac. À tout de suite. Et nous voilà de retour sur Radio Notre-Dame et RCF autour de cette question: quel impact aura l'inscription de l'IVG dans la Constitution? On est dedans, hein. En ce moment, on en parle aujourd'hui en tout cas justement avec Blanche Streb, qui est essayiste, qui est directrice de la formation d'Alliance Vita. Donc elle en connaît un rayon côté témoignage évidemment de personnes qui sont passées par là, hein, par l'avortement. Chroniqueuse que vous êtes aussi sur Aletheia et pour RCF aussi. Vous qui avez publié 2 ouvrages grâce à l'émerveillement et éclat de vie, rappelons-le. Nicolas Bauer qui est avec nos juristes aujourd'hui, qui est membre du Centre européen pour le droit et la justice, qui intervient régulièrement auprès de nos institutions et des institutions européennes sur ces questions liées aux questions de la vie de côté éthique, côté juridique, autour donc de la question du jour qui est l'accès à l'IVG et cette histoire de liberté garantie aux femmes, je le rappelle, hein, plutôt que droit à l'IVG. Donc ça, c'est la petite l'information supplémentaire qui s'est rajoutée au reste, mais ça ne changera rien dans le calendrier, évidemment, autour de cette inscription dans la Constitution de la liberté garantie aux femmes de recourir à l'avortement. Alors c'est vrai qu'on évoquait ensemble tout à l'heure l'impact juridique basique, enfin ce à quoi on s'attend à peu près, mais vous posez une autre évidence qui semble effectivement importante pour le juriste que vous êtes, mais aussi pour l'ensemble des concitoyens. C'est qu'en est-il en fait de la valeur même de la Constitution, Nicolas Bauer? C'est violent ce que vous dites, mais en fait c'est vrai.
finalement. Oui, alors c'est sûr qu'il y a l'idée de graver dans le marbre l'IVG, pour reprendre les mots des parlementaires qui promeuvent ce projet et maintenant du gouvernement. Mais comme toute norme juridique, en fait, la Constitution peut changer. En fait. Elle a changé une vingtaine de fois depuis que la France est une république. Elle a été révisée aussi, il me semble, à peu près 20 fois également depuis 58. Ce qui est peu, en fait. Enfin, ce qui est quand même quelque chose, mais ça valait le coup. Enfin, je veux dire, ça a été fait de façon plus ou moins réfléchie. Ce qui est peu, mais quasiment tous les présidents ont changé la Constitution. Et donc, mettre l'IVG dans la Constitution n'est pas forcément... ne rendra pas en fait l'IVG intouchable et ne nous empêchera pas, j'espère, en tout cas, même si ça mettra peut-être des freins, ne nous empêchera pas d'en débattre, d'en parler. Mais ça peut être retiré ? Non, ça peut être modifié, oui, mais ça peut être retiré ? Ah bah oui. Ah d'accord. Oui, la Constitution donc peut être révisée alors, selon une procédure que là le gouvernement... donc c'est une fois de plus symbolique alors, d'accord. Et elle pourra être révisée dans l'autre sens, tout à fait. Après, c'est sûr que c'est... Tout est mouvant dans ce monde de brut, mais c'est pas possible, on peut compter sur rien du tout, même pas sur la Constitution. C'est symbolique, mais en tout cas, ça, comme je le disais tout à l'heure, ça apporte quand même un certain nombre de menaces que vous allez sans doute nous aider aussi à éclaircir, Nicolas Bauer. C'est, par exemple, on l'a dit sur la clause de conscience. En fait, il risque d'y avoir puisque donc... la phrase, c'est que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté, la phrase officielle de ce projet de loi. Donc, il va pouvoir y avoir sans doute des modifications qui vont être apportées. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce que ça peut être supprimer tout délai ? Est-ce que ça peut être supprimer la clause de conscience, qui est quand même une liberté essentielle, là, vraiment. On ne peut pas dire que, d'un côté, une liberté... de la femme d'avoir recours à l'avortement serait plus importante qu'une liberté d'un soignant, d'une femme soignante par exemple, d'exercer sa clause de conscience. On ne peut pas mettre, vous le disiez, en balance comme ça des libertés. Donc c'est à la fois symbolique et à la fois ça fait peser un certain nombre de questions sur la liberté de tous finalement. Quel peut être vraiment l'impact c'est assez préoccupant. Des concurrences de liberté, là, pour le où il va y avoir des concurrences, et y compris pour les qu'il y a une forme personnel soignant. Enfin. Ouais, il y a une forme un peu de loi du plus fort, et puis une forme aussi de sentiment qu'il y a une insatisfaction permanente, qu'il faut aller toujours plus loin. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà mécontents de à la fois la manière dont c'est formulé. Et par exemple, si je prends le planning familial, qui est aujourd'hui extrêmement militant, et bien dans Libération hier, ils écrivaient qu'ils n'étaient pas contents que le mot femme soit présent dans ce projet de loi. Donc c'est la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Ils ne voulaient pas qu'il y ait le mot femme. Vous voyez ? Donc, on voit bien qu'il y a une surenchère de certains qui n'est pas au service des femmes, finalement. Ouais. Alors qu'elle prétend l'être pourtant exactement. Plus, quoi. Mais c'est là où je pense qu'il faut être assez clairvoyant sur ces manœuvres qui sont loin, vraiment, encore une fois, je tiens vraiment à le dire, de la réalité de ce que vivent les femmes, et qui est loin aussi de là où on devrait vraiment mettre l'énergie pour être au service des femmes. La prévention, le soutien, les aides. Nous, on édite un guide depuis une dizaine d'années parce que le gouvernement ne le fait plus. C'est nous qui le faisons aujourd'hui. On édite un guide qui s'appelle « Je suis enceinte, le guide », qui est remis à jour chaque année et où il y a tous les droits et les aides pour toutes les femmes. Donc, c'est extrêmement utile. On le met aussi en ligne sur Internet. Ça sert beaucoup aux travailleurs sociaux. C'est vraiment... comment on aide les femmes aujourd'hui, ça devrait être la vraie question, en fait. Mais c'est vrai que, vous voyez, par exemple, quand certains pestent parce que ils disent que, en fonction des gouvernements, si j'ai bien compris, si c'est pas dans la Constitution, tant qu'à faire, ce que je disais au début, on va dérembourser l'IVG, on va limiter les droits d'accès, etc. Bon, en fait, c'est pas vrai, puisque vous nous dites, Nicolas Bauer, que même, on peut changer la Constitution. En fait, tout peut changer, alors. Dans ce cas-là, autant rien mettre dans la loi. Autant rien mettre dans la Constitution, autant ne rien figer, parce que rien n'est figé, en fait, tout est en termes de formulation, en tout cas, modifiable. Pour revenir au changement de formulation, heureusement que la formulation retenue au départ par l'Assemblée nationale n'a pas été retenue par le gouvernement, puisque c'était « nul ne peut être privé du droit à l'IVG ».
Et ça formulait vraiment un droit absolu. Nul ne peut être privé, ça veut dire comment est-ce qu'on maintient une condition de délai, comment est-ce qu'on maintient des conditions tout court. C'était vraiment l'IVG sans limite. Là, ce serait un changement dans l'article 34 de la Constitution qui définit ce que la loi régit. Et donc, c'est la loi qui garantit la liberté de la femme de l'IVG. Donc, c'est un peu moins grave. Après, ça, comme je le disais tout à l'heure, ça l'érige en liberté fondamentale. Et ça la met en concurrence avec d'autres libertés fondamentales. Mais surtout, l'idée derrière chaque liberté fondamentale, c'est qu'une liberté permet de poursuivre le bien, en fait. L'homme s'accomplit par les libertés, par les droits. C'est l'idée des droits de l'homme. Ça, c'est plus du tout présent, c'est ça que vous êtes en train de nous dire en disant qu'il y a une liberté de l'IVG, en fait, on dit que l'IVG est un bien comme vous avez d'autres droits. Vous avez un droit à la vie, puisque la vie est un bien, ça protège un bien, un droit au mariage, un droit à la vie familiale. Vous avez un droit à la liberté d'expression, à la liberté d'association, et tout cela, ça permet de poursuivre des biens, alors que l'IVG ne pourra jamais être un bien. Mais je pense que l'idée derrière, c'est vraiment le promouvoir politiquement comme un bien. Et on parlait du planning familial. C'est un bien en soi maintenant. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, en fait. Ouais. Et on parlait du planning familial. J'ai été assez frappé de voir quand il a été auditionné à l'Assemblée nationale, 2 députés des Républicains et une centriste, je crois, 2 députés femmes, ont parlé de leur expérience de l'IVG, en parlant de souffrance, de difficultés, du fait que ce n'était pas un acte banal, et ils ont posé la question de prévenir l'avortement, d'avoir une politique de prévention de l'avortement. Et la présidente du planning familial, Sarah Durocher, qui était auditionnée, leur a répondu en une phrase: pour nous, au planning familial, l'avortement n'est pas un problème, c'est une solution. Et donc, ces femmes, je ne sais pas si elles avaient avorté, je ne sais pas si elles parlaient de leurs amis, de leurs sœurs, mais en tout cas, elles étaient assez émues en parlant. Et ce sont des expériences de femmes, et elles ont eu une seule phrase en réponse. Et en passant de l'avortement tel qu'il est, qui est une question sociale, on devrait avoir des politiques de prévention de l'avortement, en réglant toutes les causes sociales de l'avortement. En passant de cette idée de l'avortement à une idée d'une liberté fondamentale qui permet aux personnes de poursuivre un bien, d'une vraie faire solution. Un bien en soi, en passant de l'avortement comme un problème à régler ensemble, qui permettent d'aider les femmes à l'éviter, à l'avortement comme une solution. En fait, on met vraiment les femmes en plus grande difficulté encore, les femmes qui ont du mal à vivre. Puis même la vision de la société change. C'est un peu ce que vous disiez entre les lignes tout à l'heure. Blanche Streb, ça modifie aussi nos perceptions, qu'on le veuille ou non, finalement. Oui. Alors, pas quand on est très bien câblé comme vous, mais enfin quand même. Je sais pas si j'ai très bien câblé. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui est assez douloureux, et moi j'ai entendu souvent ça. C'est qu'aujourd'hui, une femme qui arrive chez son gynéco, la première question qui lui est posée quand elle arrive pour un début de grossesse, c'est: est-ce que vous voulez le garder ou pas? Et là, le médecin, il peut avoir devant lui une femme qui était en espérance d'enfant depuis 3 à 4 ans, ou qui est une jeune femme, je sais pas, une jeune mariée toute contente d'être... voilà, il ne sait pas, mais il vient questionner tout de suite. C'est la première question qui aujourd'hui est posée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société a transformé son regard sur le début de la vie humaine, qui est qu'on questionne d'office. Est-ce que c'est désiré? Est-ce que c'est non désiré? Quelles que soient les situations. Et donc, ça peut être quand même assez... je sais que pour certaines femmes, c'est violent de s'entendre poser cette question-là, en fait. Elles ont envie qu'on les félicite, qu'on les encourage. Alors, évidemment, pas d'angélisme. Il y a des débuts de grossesse qui sont compliqués. C'est évident. Mais pour autant, est-ce qu'il faut avoir ce regard-là? Je pense que ce n'est pas ajusté. Et la question de la prévention... elle devrait vraiment être quelque chose qui fait consensus. Tout le monde devrait vouloir mettre son énergie sur une question de la prévention. Personne n'a envie, personne ne considère que c'est quelque chose de souhaitable. Bien sûr que non. Et je pense à Israël Nizan, qui est un gynécologue assez connu, qui est absolument favorable à ce recours à l'avortement, qui a cette phrase que je trouve extrêmement intelligente. Il dit que le meilleur avortement, c'est celui qu'on aura évité. Et c'est évident. Et nous, on est un pays où le recours à l'avortement ne cesse d'augmenter. Là, on le disait tout à l'heure, on a un taux record.
comment peut-on se satisfaire de ça? Il y a d'autres pays qui réussissent à faire baisser ce taux. Donc, il y a vraiment quelque chose à réfléchir Comment là. alors? Ah, je peux pas vous dire, je sais pas mais en tout cas, ce n'est pas en banalisant comme on peut le faire nous Ouais. de manière Ça, le problème, idéologique. c'est une Nous, on question est de dans une banalisation. banalisation, on est dans un sentiment aussi on nourrit un sentiment de fatalité, on nourrit quelque chose qui serait de l'ordre de toujours questionner la grossesse, comme je le disais. C'est pas d'abord accueillir l'imprévu. Voilà, donc ça, c'est quand même, je pense, culturellement quelque chose qui vient beaucoup jouer. Quand Emmanuel Macron dit effectivement que les libertés reconnues aux femmes, il dit ça récemment, que l'on pense c'est en quelque sorte, dit-il, impossible de faire reculer, sont remises en cause, disait-il à l'occasion du 75e anniversaire de la DDH, de la Déclaration des droits de l'homme. C'est pourquoi la France se félicite de montrer l'exemple en fait. Oui, donc là, et puis l'argument est retourné en faveur justement de la solution qu'évoquait Nicolas Bauer, qui n'est pas une solution. Et puis c'est vrai que dans ce qu'il peut mettre aussi dans le calendrier, on voit bien que c'est symbolique parce que c'est construit pour arriver au tout début du mois de mars. On sait très bien que le 8 mars est une journée mondiale et donc j'imagine qu'ils espèrent avoir le spot. La France espère avoir le spot et les applaudissements. Voilà, mais tout ça au prix de combien de larmes, de combien de silence, de quel tabou en fait. Encore une fois, vraiment, on se grandirait à être vraiment là pour aider les femmes dans ce qui se vit réellement aujourd'hui autour de l'avortement, qui n'est pas l'accès, qui n'est pas le recours. Le recours à l'avortement, il existe dans notre pays. 234 000 en 2022. Ça va augmenter de combien selon l'un et l'autre juste avant d'entendre justement ce qui nous attend, May Wells, l'un et l'autre, selon vous, ça va augmenter, ça va inciter, ça va stabiliser? Est-ce qu'il y aura un véritable impact, puisqu'on parle d'impact depuis le début de l'émission, côté nombre d'avortements ou pas? On voit qu'on n'est pas, en tout cas, dans une dynamique, malheureusement, de mettre notre énergie sur la prévention ou sur la baisse. Donc, il y a quand même peu de chances que ça diminue. Mais tout peut arriver. Voilà, c'est vrai que ça peut choquer là, peut-être. Oui, là, on est dans quelque chose d'assez idéologique, un peu dans un seul sens. C'est pour ça qu'il est important, je pense, d'apporter un peu de mesures. Et en tout cas, nous, notre préoccupation, c'est d'être la voix qui explique ce qui se passe vraiment, la réalité, et que les débats aujourd'hui, ils sont déconnectés du réel, vraiment. Et vous nous parliez justement de déni tout à l'heure de la part de certains qui composent les lois de ce pays, parfois malheureusement. Nicolas Bauer, eh bien je ne t'oublie pas, et c'est signé May Wells, on se retrouve juste après. Difficile à oublier, eh bien oui, c'est tout ce que nous disent justement nos invités aujourd'hui, Blanche Streb et Nicolas Bauer. Quel impact aura l'inscription de l'IVG dans la Constitution? Précisément, nous tentons d'y répondre à cette question avec donc Blanche Streb, qui est essayiste et qui est directrice de la formation d'Alliance Vita, et Nicolas Bauer, qui est juriste et qui est membre de l'ECLJ, une ONG chrétienne qui agit justement auprès des institutions internationales pour sortir du déni. C'est un peu ça, hein. Nicolas Bauer, il y a du boulot. Sortir du déni à tous les étages. Du plus haut étage jusqu'aux mamans potentielles qui décident malheureusement de prendre cette décision. Alors parfois on verra dans certains cas effectivement qui est quand même une solution, mais bon, c'est pas le miracle non plus du tout, alors qu'on est en train de nous faire croire que si, que limite dans les termes, c'est vrai que quand on a en tout cas toutes les associations plus ou moins plus ou moins pro-féministes, etc., qui celles qui ont manifesté leur mécontentement par rapport aux termes au départ, etc. Bref, celles-là même qui disent heureusement que ça va être dans la Constitution, c'est un bon début, mais c'est pas fini, il faut encore faire plus, c'est jamais assez, etc. Là aussi, il y a du déni chez tout le monde, Nicolas Bauer, en fait. On est dans le déni jusqu'à plus soif. Tout à l'heure, on parlait justement du déni de l'expérience de femmes qui racontent cette expérience, et le planning familial peut nier cette expérience. Donc c'est vrai qu'on est au-delà de simplement un débat sur la nature d'un acte, qui est un débat philosophique sur qu'est-ce que c'est que l'avortement, qu'est-ce que c'est que l'enfant, enfant ou non, qu'on tue ou non. Ça, c'est un débat sur la nature de l'acte, mais là, on a même l'expérience de très nombreuses femmes qui est niée. Mais si justement on l'affrontait, on parlait tout à l'heure de politique de prévention de l'avortement, il y aurait plein de choses à mettre en œuvre. En fait, on pourrait tout à fait rétablir un délai de réflexion. On pourrait aussi Il faut combien de temps? De 2 jours?
Avant, il était de quelques jours et c'est déjà bien. Après, au moment de la loi Veil aussi, il y avait un délit d'incitation à l'avortement. Donc, on n'avait pas le droit de pousser quelqu'un à avorter, alors qu'aujourd'hui, il y a un délit d'entrave à l'avortement, en fait. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de pousser quelqu'un à ne pas avorter. Donc, on a vraiment renversé la situation pour pousser à l'avortement. C'est un bon exemple pour comprendre ce qui est en train de se jouer sociétalement. Et on parlait pendant les quelques notes là, justement de ça, de la conscience de nos médecins, en fait, à tous les étages, que ce soit les sages-femmes, que ce soit les gynécologues, les obstétriciens, etc. Les médecins généralistes, je ne sais pas, tout le corps médical, quoi, qui sont attachés de près ou de loin à cette question de l'IVG. Blanche Trep, ça crée une véritable, comment peut-on dire, si ce n'est un paradoxe, en tout cas une complication, quoi. De complication en complication, on en perd son latin, quoi. Oui, absolument. Et puis, ce que vous dites me fait penser à un autre sujet. Moi, j'ai en tête récemment une infirmière scolaire dont j'ai entendu parler, qui a été contrainte d'accompagner 2 jeunes filles mineures du lycée où elle était, donc à aller avorter, parce qu'aujourd'hui, en fait, les mineurs n'ont plus besoin de l'accord parental. Donc, en fait, on se retrouve avec des personnes qui veulent prendre soin des jeunes, et c'est normal, qui se retrouvent à être mis en responsabilité d'accompagner ces jeunes filles qui ensuite rentrent chez elles le soir après avoir vécu un avortement. Les parents ne sont Même pas au courant. S'il se passe quelque chose, une baisse de morale, un saignement, une conséquence, parce que c'est quand même pas un acte anodin, les parents ne savent même pas ce qu'a vécu leur fille dans la journée, ou si plus tard elle a besoin d'en parler, ou si plus tard elle traverse l'infertilité, parce que j'aimerais aussi qu'on parle des conséquences de l'avortement physique, qui sont aussi totalement tabous. Et ça, je peux en parler de manière très personnelle, parce que c'est un sujet que je connais bien. Non pas parce que j'ai avorté, mais parce que j'ai traversé ce geste de l'aspiration-curetage que peut être un avortement pour une autre cause. Et voilà. Et donc, en tout cas, on a une séparation, quelque chose qui vient rompre, en fait, le lien entre le jeune et la famille. Alors, les circonstances sont multiples et variées, évidemment, mais en tout cas, il y a quelque chose là qui devrait vraiment nous questionner. Des parents qui ne savent pas pourquoi leur fille est bizarre, a vécu quelque chose c'est quand même fou de se dire que les parents ne sont pas au courant, en fait. Dingue. C'est dingue. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de remettre aussi, parce que c'est des histoires concrètes, ça. Dans la loi, c'est des termes, pas d'autorisation parentale, mais concrètement, après, c'est ça. C'est des jeunes filles qui rentrent chez elles et qui ne peuvent rien dire. Elles sont réduites au silence à jamais, puisqu'elles n'ont pas osé le dire au moment où elles le vivaient. Et puis, sur ce que j'évoquais à l'instant, la question des conséquences physiques dont personne ne parle jamais. Vous voyez, un avortement chirurgical, donc c'est une aspiration-curetage. Donc moi, j'ai traversé ce geste-là pour une suspicion de rétention de placenta après ma première grossesse. Et en fait, ce geste, moi, m'a beaucoup abîmée. J'en parle dans un de mes livres. Ça a généré des synéchies utérines, c'est-à-dire, en fait, ça a abîmé la paroi utérine. Et c'est, en fait, ce geste-là, ces adhérences, ces synéchies, elles peuvent arriver aussi sur des avortements, et ça, personne n'en parle jamais. Mais moi, j'ai rencontré dans mon parcours médical, où après j'ai été amenée à voir beaucoup de médecins, des jeunes femmes qui avaient exactement les mêmes syndromes que moi, parce que 1 an avant, elles avaient traversé un avortement. Et j'ai souvenir très précis d'une jeune femme avec qui j'étais dans un cabinet médical, qui m'a expliqué donc elle avait avorté l'année d'avant, parce qu'avec son compagnon, ils se connaissaient seulement depuis 6 mois quand elle est tombée enceinte. Et ils se sont dit c'est trop tôt. Donc voilà, ils avaient fait le choix de ne pas garder cet enfant. Et puis là, on était 1 an plus tard et ils voulaient un enfant. Et en voyant que ça ne fonctionnait pas, elle avait découvert qu'en fait, elle avait eu des conséquences. Son utérus avait été abîmé en fait par le geste, et donc elle était en train d'essayer de soigner, voyez. Et donc, au moment où on discutait toutes les deux, en fait, cet enfant qu'elle aurait gardé, il aurait quoi, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et donc moi, ça m'a vraiment beaucoup fait réfléchir, cet événement-là, cette discussion avec cette jeune femme. Et vraiment, j'avais beaucoup de peine pour elle, parce que je me disais, au fond, si elle avait été soutenue, encouragée, peut-être que c'est pas ce choix-là qu'elle aurait fait, peut-être qu'elle n'aurait pas aujourd'hui à vivre ce qu'elle était en train de vivre.
voilà, toutes les situations sont personnelles, mais moi, ça m'avait vraiment beaucoup fait réfléchir et j'avais Et eu puis beaucoup ça- de peine pour elle. C'est hein. vrai qu'on peut imaginer que certains parents mettent une pression pas dans le bon sens, à ne pas forcément garder l'enfant. J'imagine qu'il y en a, enfin certainement, mais il y a aussi des parents qui entourent. Et c'est vrai que là, on a l'impression que ça coupe encore plus des parents et des proches qui peuvent à la limite nous soutenir si ça arrive, quoi. Oui. Donc voilà. Alors moi j'avais quand même une question, on en parle assez peu aussi, on s'arrête au chapitre du déni un peu longuement, mais je pense que c'est quand même important, hein, Nicolas Bauer et Blanche Streb, c'est l'impact sur les hommes aussi. Qu'en est-il de l'impact sur... Enfin, je regarde Nicolas Bauer, Oui. mais je me dis qu'il y a forcément aussi, même là, même en tant qu'homme, c'est de jurer... Enfin, qu'est-ce que ça vous fait de voir cette loi dans la Constitution? Est-ce que vous trouvez que c'est bien, pas bien il y a un impact aussi sociétal. On parle jamais de l'impact sur les hommes, Oui. au fond. Et Moi, nous, je me demande pourtant, toujours. on a des hommes qui viennent chercher de l'écoute dans nos services d'écoute. Il y a des hommes qui... Je pensais que c'était réservé ouais. justement aux Non, femmes. c'est anonyme, confidentiel, D'accord. et donc c'est ouvert à tout le monde. Et donc, Qu'est-ce qu'ils vous il disent, arrive- les hommes, alors? J'ai pas exactement moi je suis pas personnellement écoutante, mais voilà, c'est plus nos responsables des services d'écoute et nos écoutants qui le savent, mais on sait qu'il y a des hommes et parfois c'est des hommes qui sont heurtés par le fait qu'en fait ils n'ont finalement pas voix au chapitre. On est quand même dans une société qui casse le couple de plus en plus. Il y a quelques jours, j'étais à un colloque sur la question de la PMA, c'est très intéressant. On nous disait qu'aujourd'hui, il y avait des demandes de PMA pour des couples hommes-femmes dans lesquels, en fait, la femme demande d'avoir recours à un don de sperme anonyme parce que ce n'est pas avec son conjoint. Enfin, elle ne veut pas que son conjoint soit le père biologique, même s'il sera dans la vie de l'enfant puisqu'il sera dans la même maison, mais juste au cas où si il veut pas s'en occuper, enfin il sera pas le père biologique. Enfin, voilà. En fait, tout est possible. Il faut bien quand même s'imaginer aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est stupéfiant. Moi, j'avoue que j'étais estomaquée, mais c'est une médecin en centre de procréation qui nous a expliqué ce phénomène qui commençait à émerger. Tout ça pour dire qu'il y a quand même aujourd'hui une manière de regarder la procréation comme si c'était individuel. Et souvent, c'est présenté mon corps, mon droit, et l'homme est oublié. Alors parfois, l'homme met des pressions et dit débrouille-toi, c'est ton problème, c'est lui ou moi. Donc les violences dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont un vrai sujet. Ou alors, il n'a pas voix au chapitre, c'est-à-dire que lui aimerait beaucoup garder cet enfant. Mais étant donné qu'il n'a rien à dire dans l'affaire, il peut ne pas être en mesure de sauver son propre enfant. Et ça arrive. Et ça crée des très grandes détresses qui sont aussi vraiment tues, en fait. C'est vrai qu'on en parle assez rarement. Peut-être consacrerons-nous une émission un jour là-dessus, je ne sais pas. Mais c'est vrai que les grands oubliés, il n'y a pas de raison. C'est quand même 50% du travail, que je sache. Jusqu'à maintenant, enfin, sauf si on trouve encore une prouesse technologique qui solutionne, je ne sais pas, une infertilité ou quelque chose mécaniquement, complètement artificiellement. Ça viendra certainement un jour. Sur ce J'en sais sujet, il y rien. a un film réalisé justement par le Planning Familial qui s'appelle Les Bureaux de Dieu et qui était projeté dans les lycées quand j'étais au lycée en fait. Je l'avais vu en seconde, on était allé au cinéma il m'avait pas mal marqué parce qu'on voyait, à ce moment-là, je connaissais rien de l'avortement et on voyait des couples arriver et des couples qui avaient l'air en grande partie, qui avaient l'air de très bien s'entendre et en fait, ils isolaient à chaque fois la femme pour lui parler seule l'homme ne savait pas du tout ce qui était dit. Et donc, du coup, le discours, c'est le film du planning familial fait par le planning familial. Et donc, c'est leur vision des choses assumée. Et le discours qui était tenu aux femmes était toujours très pro-avortement. Effectivement, voir un film comme ça au lycée. Après, si vous voulez, au lycée, on en débat tous ensemble en classe. Et on se dit, en tant qu'homme, qu'est-ce que je peux dire, en fait, puisqu'on vient de nous montrer un film où l'homme est toujours mis de côté. Et c'est vrai que c'est un gros problème aujourd'hui dans l'engagement pour la vie, c'est qu'en fait, beaucoup de jeunes hommes, je pense, s'autocensurent parce qu'ils ont l'impression de ne pas être légitimes, que c'est en fait aux femmes de s'engager, alors qu'en fait, les femmes ont aussi besoin des hommes. Moi, j'ai des amis qui m'avaient confié des avortements en me disant justement, il faut y aller. Et ça m'a beaucoup encouragé à justement passer ce cap et se dire qu'en fait, en tant qu'homme, on est légitime. Et on parlait tout à l'heure des gynécologues. C'est vrai que quand on arrive même pour une grossesse désirée, il y a plusieurs expériences de gynécologues
qu'on peut avoir, mais certains s'adressent exclusivement à la femme, qui est la patiente du gynécologue. Mais en fait, le gynécologue, il a aussi un autre patient, il a l'enfant. L'enfant, c'est une personne, l'enfant, on nous le montre en échographie, et donc cet enfant, puisqu'il a un père, en fait, on devrait s'adresser systématiquement au couple. Et beaucoup de gynécologues sont, je pense, assez torturés par ce qu'ils font. Et une exception que nous, on a eu dans le traitement médical qu'on a eu, c'était une gynécologue qui était très bien, qui nous prenait vraiment à deux. Et je lui ai demandé une fois si elle faisait elle-même des avortements. Et elle m'a dit, j'en ai fait, mais depuis que j'ai des enfants, j'évite le plus possible. Et donc j'ai trouvé ça intéressant quand même de voir qu'une personne qui avait aucune opinion négative sur l'avortement a priori fait quand même le lien entre tout ce qu'elle fait dans la journée. Et là, en ayant cette discussion, on était devant une échographie où elle nous disait, voilà, votre bébé progresse de telle ou telle manière, tous ses organes se développent. Et donc, ils ne peuvent pas être sans arrêt dans cette schizophrénie. Et donc, heureusement, même chez eux, même s'il y a un grand tabou, en fait, la réalité se rappelle à eux. Et moi, je les encourage à exercer leur clause de conscience. Ouais. Et c'est vrai que la schizophrénie est encore bien d'actualité. Blanche Trèbe, il y a du boulot côté réunification des deux côtés finalement de notre conscience humaine. En 2023, il y a du travail là-dessus. Oui, il y a du travail là-dessus. Il y a aussi un très gros travail, je crois, de consolation, en fait, sur ce sujet qui est tellement sensible, tellement intime. Consolation. Oui, vraiment, je crois que notre société, il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses pas faciles. Et vraiment, c'est un sujet extrêmement délicat. Et je crois qu'il y a vraiment, en tout cas, moi, j'ai vraiment un immense regard de compassion sur toutes ces personnes qui vivent ces difficultés-là, qui sont aussi quelque part beaucoup victimes, je trouve, de ce déni de vérité, de cette idéologie, de ne pas être soutenues, accompagnées. On a un regard un peu désenchanté, désespéré. Tout ça, je trouve qu'on passe à côté des vrais enjeux en tout. En tout cas, moi j'invite les auditeurs à lire vos deux ouvrages merveilleux, Grâce à l'émerveillant chez Salvatore et Éclat de vie aux éditions de l'Emmanuel, qui redonnent un peu de pétillant à cet avant, on va le dire comme ça en tout cas, et à cette période un peu sombre parfois. Blanche Trèbe, merci à vous, merci Nicolas Bauer, juriste que vous êtes, et bravo pour votre travail au Centre européen pour le droit et la justice. Merci infiniment à vous deux les amis, et puis... Eh bien, continuez à avoir des enfants quand même. Dans ce monde de bruit, j'ai envie de tout dire. Repeupler la France. Oui, c'est une source de réenchantement absolu. Et consolez-vous les uns les autres. Voilà, Consolons-nous. Exactement. Merci les amis.